Chacun a sa petite théorie sur son œuvre favorite, que ce soit un film, une série, un animé ou un jeu vidéo. Qu'elles soient crédibles ou totalement infondées, ces théories permettent aux fans d'user de leur imagination et d'échanger leurs préférés avec les autres. JoJo's Bizarre Adventure ne déroge pas à la règle et a évidemment son lot de théories. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un peu des théories les plus populaires de JoJo, qu'elles soient plus ou moins bonnes, voire un peu stupides. Toutes ces théories, elles ne viennent pas de moi, mais de l'ensemble de la communauté. Donc, c'est pas impossible que vous ayez déjà entendu certaines d'entre elles. Je vous préviens, il y a des théories qui risquent de spoiler le manga, mais comme je suis quelqu'un de sympa, j'ai pris soin de les mettre en fin de vidéo et j'afficherai un timecode au moment venu pour éviter de vous faire spoil. Voilà, maintenant que j'ai tout dit, on peut commencer. Cette première théorie est sûrement l'une des meilleures. Beaucoup d'entre vous ont sûrement remarqué que le personnage de Joseph Joestar, le Jojo de la partie 2 Battle Tendency et le Joseph Joestar de la partie 3 Stardust Crusader avaient pas mal de similitudes et qu'il se pourrait même qu'il s'agisse en réalité d'une seule et même personne. Déjà, évidemment, ils portent tous les deux les mêmes prénoms et noms de famille et en plus, ils sont tous les deux capables de manier l'onde. Bon, j'arrête de me foutre de votre gueule. Pendant la partie 4, Joseph et Josuke font la rencontre d'un manieur de stand plus que surprenant puisqu'il s'agit d'un bébé abandonné. Le stand de ce bébé se nomme Actoon Baby et il lui permet de se rendre invisible ainsi que de rendre invisible tout ce qui l'entoure dans un rayon allant jusqu'à 1 mètre. On a plutôt tendance à croire que ce pouvoir d'invisibilité est à l'origine de la séparation entre le bébé et sa mère. Ce qui paraît assez compréhensible, le bébé est devenu invisible et sa mère l'a simplement perdu. Mais si ça avait vraiment été le cas, pourquoi n'y a-t-il jamais eu aucun avis de recherche concernant un bébé perdu dans Morio? Et à ça, il y a deux réponses possibles. Soit la mère de Shizuka l'a délibérément abandonné dans la nature, ce qui en ferait juste une énorme connasse. Oh, ça va pas de parler des femmes comme ça? Ou alors, il est arrivé quelque chose à la mère de Shizuka. Car oui, au cas où vous l'auriez oublié, il y a un grand danger qui rôde dans la ville de Morio, et ce danger, c'est le tueur en série Kira Yoshikage. Et si la mère de Shizuka avait malheureusement croisé la route de Kira Yoshikage au mauvais moment. Peut-être même que lors de la première apparition de Kira dans le manga, la main de femme découpée avec laquelle il entretient une relation est justement celle de la mère de Shizuka. La disparition de sa mère pourrait expliquer le fait que personne n'ait jamais cherché à retrouver Shizuka. Ça, c'est typiquement le genre de théorie que je trouve vraiment bonne et que j'apprécie vraiment parce qu'elle rend pas le reste de l'histoire incohérent déjà et en plus, elle permet d'imaginer une petite backstory au personnage de Shizuka. Mikitaka, aussi connu sous le nom de... Voilà, est un personnage très mystérieux de la partie 4 de JoJo car il prétend être un extraterrestre. Yoshihiro Kira, en quête de créer des manières de stand à l'aide de la flèche pour protéger son fils Yoshikage, va essayer de transpercer Mikitaka pour qu'il puisse faire l'acquisition d'un stand. Mais contre toute attente, la flèche rebondit sur la joue de Mikitaka et absolument rien ne se passe. Pourtant, lors de sa rencontre avec Josuke et Okuyasu, on découvre que Mikitaka est doté d'un pouvoir lui permettant de se changer en n'importe quel objet. Ce qui, à première vue, laisse penser à un stand. Assez bizarre étant donné que la flèche ne l'a même pas égratigné. Enfin bon, peut-être qu'il était déjà manieur de stand avant, on sait pas. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est que lorsque Josuke tente d'attaquer Mikitaka à l'aide de son Crazy Diamond, eh bien Mikitaka est juste incapable de voir le stand. Et pour rappel, les stands ne peuvent être vus que par les autres manières de stand, sauf quelques rares exceptions. On n'a jamais su si Mikitaka était vraiment un alien ou s'il était juste un manieur de stand un peu taré. Araki a pris bien soin de laisser planer le mystère. C'est pourquoi la théorie de beaucoup de fans, à laquelle j'adhère également, c'est que c'est réellement un alien en fait. Cette théorie, je vous en parle, mais en vrai, que ce soit un alien ou pas, on s'en fout. Elle repose pas sur une réflexion de dingo non plus. En même temps, j'ai trouvé aucune théorie avec une réflexion vraiment de zinzin derrière. Mais bon, c'est pas parce qu'une théorie est pas forcément la plus réfléchie que ça doit interdire quelqu'un d'y croire. Comme je le disais au début, le but d'une théorie, c'est pas forcément qu'elle soit vraie, simplement qu'elle permette de faire un peu bosser l'imagination des gens et qu'elle permette aussi à ces gens de débattre de sa plausibilité avec les autres fans.
C'est sûrement l'une des théories JoJo les plus populaires, voire même la plus populaire. Jonathan, héros de la première partie Phantom Blood, mort lors de son ultime affrontement face à Dio, se serait en quelque sorte réincarné en Star Platinum, le stand de son arrière-arrière-petit-fils Jotaro. Même si la théorie paraît sympa, niveau argument, je vous préviens, elle est assez faible, vous allez être très déçus. Cette théorie, elle se base surtout sur la ressemblance entre Star Platinum et Jonathan, qui en vrai de vrai ne se ressemblent pas non plus tant que ça. Jonathan est très baraqué, très musclé, tout comme Star Platinum, c'est vrai, mais en même temps, on est dans JoJo, et dans JoJo, tout le monde est comme ça. Après, c'est vrai que Star Platinum porte des gants et des épaulettes comme Jonathan, mais bon, c'est toujours un petit peu léger comme argumentaire. Mais le truc qui a vraiment popularisé cette théorie, c'est ceci, cette phrase que Jonathan balance à Dio avant l'un de leurs affrontements. Si je meurs, mon fantôme reviendra pour te hanter. Alors là, pour le coup, on a vraiment quelque chose de très intéressant. Malheureusement, c'est un fake. Et oui, je vous ai menti, ça ne vient absolument pas du manga ni de l'animé, c'est faux. Jonathan n'a jamais dit ça. C'est vraiment faux. Je vous jure que c'est pas vrai. J'ai fait plusieurs recherches à propos de ça, et ce que j'ai pu lire, c'est que c'est tout simplement une blague de la communauté qui est allée jusqu'à créer une fausse planche de manga et un faux screen de l'animé pour pousser le délire jusqu'au bout. Le souci, c'est que ça s'est vraiment beaucoup propagé et beaucoup de gens y ont cru et y croient encore aujourd'hui, et que donc ça a beaucoup renforcé cette théorie. Voilà, donc cette théorie, elle part quand même plus ou moins d'un troll. Moi perso, j'en suis pas très fan, mais je comprends pourquoi elle est si populaire et pourquoi pas mal de gens l'apprécient. C'est tout simplement pour le symbolisme qu'elle apporte. Jonathan, qui a été tué par Dio il y a une centaine d'années, son frère adoptif, qui a même été jusqu'à voler son corps, qui revient comme un esprit pour se battre aux côtés de Jotaro. Oui, sur le papier, c'est très beau, c'est magnifique. Mais non, voilà. Moi, j'aime pas cette théorie. Dites-moi si vous l'aimez bien ou si vous l'aimez pas. Durant les derniers moments de la partie 5 Golden Wind, Jean-Pierre Polnareff, dans un acte de désespoir ultime, plante la flèche dans son stand Silver Chariot afin de déclencher sa transformation en Chariot Requiem. Et ce, dans un seul but, éloigner la flèche de Diavolo. Chariot se transforme donc en Chariot Requiem, un stand automatique particulièrement terrifiant, capable de manipuler les âmes des êtres vivants, mais aussi de faire complètement muter ces derniers. Chariot ne se combat pas, il erre simplement dans le Colisée, puis dans les rues de Rome, mais toujours avec pour seul objectif de protéger la flèche. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Chariot marche vers un endroit en particulier, une destination ou quelqu'un peut-être? C'est suite à cette question que des fans se sont imaginés que Chariot Requiem tentait en réalité d'apporter la flèche à quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est Jotaro. Et oui, parce que Jotaro est sûrement la personne en qui Polnareff a le plus confiance, et pour lui, il est évidemment la personne la plus qualifiée pour récupérer la flèche. Théorie renforcée par le fait qu'à sa pseudo-mort, les dernières pensées de Polnareff vont à ses amis, dont Jotaro. C'est une théorie vraiment toute simple, mais je la trouve très efficace, et personnellement, je l'aime bien. Attention, à partir de maintenant, je vais parler de théories qui évoquent de près ou de loin des parties qui n'ont pas encore été adaptées en animé à l'heure où je vous parle. Donc, si vous n'êtes pas à jour, je vous déconseille fortement de regarder la suite, sous peine de vous faire spoiler. Allez lire le manga déjà, hein, et ensuite, vous pourrez terminer la vidéo. Après, si vous vous en foutez du spoil, c'est comme vous voulez, hein, mais je vous aurais prévenu. Oui, j'ai dit que j'allais parler des parties pas encore adaptées en animé, et là je me mets à vous parler de Bucciarati, mais vous allez comprendre. Cette théorie donc voudrait que Bruno Bucciarati, personnage de la partie 5 Golden Wind, soit en réalité un descendant des Zeppeli. Je ne suis pas le premier à parler de cette théorie en France, voilà, comme ça c'est dit. Si vous voulez voir une vidéo entière sur le sujet, je vous conseille la vidéo de Patapoufiste qui est excellente. Vu que je voulais être sûr que ça le dérange pas que j'en parle, je lui ai demandé et il a très gentiment accepté, mais du coup c'est fort possible que je répète plus ou moins les mêmes choses que dans sa vidéo, même si je vais essayer d'abréger un petit peu. La famille Zeppeli a une place très importante au sein de JoJo's Bizarre Adventure, que ce soit dans le premier univers ou dans le second. Cette famille originaire d'Italie a surtout marqué le manga par leurs nombreux sacrifices au nom des Joestar et de l'humanité. Dans la première partie, William Antonio Zeppeli s'est sacrifié pour Jonathan lors de leur combat face à Tarkus et lui a même transmis son onde. Dans Battle Tendency, la partie 2, c'est César Zeppeli,
d'abord rival puis grand ami de Joseph, qui, après sa défaite contre Wamuu, donnera sa vie pour dérober une antidote à Wamuu, antidote servant à dissoudre l'anneau de poison se trouvant à l'intérieur de Joseph, et comme son grand-père William l'avait fait avec Jonathan, il transmettra également son onde à Joseph. Cette malédiction du sacrifice des Zeppeli, elle traverse carrément les univers, puisque dans Steel Ball Run, lors du combat final opposant Johnny et Gyro à Funny Valentine, Gyro Zeppeli, se sachant déjà condamné à cause d'une blessure qui lui remonte jusqu'au cœur, décidera de consacrer les dernières secondes de sa vie à enseigner à Johnny la leçon numéro 5. Comme vous pouvez le constater, absolument tous les Zeppeli ayant côtoyé les Joestar se sont sacrifiés pour les aider dans leur quête. Revenons donc à Bucciarati. Pourquoi est-ce qu'il serait un descendant des Zeppeli? Déjà, le plus évident, c'est que Bucciarati est italien, comme les Zeppeli, mais il est également originaire de Naples, tout comme César. Ensuite, Bucciarati et la famille Zeppeli partagent exactement les mêmes valeurs: courage, détermination, empathie, en bref, humanité. Et enfin, tout comme les Zeppeli, Bruno s'est sacrifié pour aider un Joestar dans sa quête. Dans le cas présent, c'était pour permettre à Giorno de mettre la main sur la flèche qui l'aidera à vaincre Diavolo. Alors oui, cette théorie ne se base pas vraiment sur des faits, mais simplement sur des similitudes entre Bucciarati et les Zeppeli. Les chances que Bucciarati soit effectivement un Zeppeli sont quasi nulles, mais je trouve tout de même cette théorie extrêmement pertinente, tout simplement parce qu'elle permet d'apporter une petite analyse à la fois des Zeppeli et de Bucciarati. Puis bon, qu'il soit un Zeppeli ou pas, ça change rien de toute façon, hein. Bucciarati n'est peut-être pas un Zeppeli par le sang, mais en tout cas, il l'est dans l'âme, ça c'est sûr. On termine avec une théorie très tirée par les cheveux, mais que je trouve assez marrante, qui concerne le personnage de Rohan. Cette théorie voudrait que le nouvel univers de JoJo, c'est-à-dire celui où se déroule Steel Ball Run, JoJo Lion et The JoJo Lands, ne soit en fait qu'une histoire de Rohan. Mais qu'est-ce qui peut faire penser ça? Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que le personnage de Rohan est en fait plus ou moins une représentation d'Araki, l'auteur du manga, qui s'est lui-même intégré dans son histoire. Alors je dis plus ou moins parce que ça porte quand même un petit peu à débat. Dans l'esprit collectif, oui, c'est bien une représentation d'Araki. Et quand on pose la question directement à Araki, un coup il répond que oui, le personnage de Rohan est bien basé sur lui, un coup il répond que non, pas spécialement. On va quand même partir du principe que Rohan est bien basé sur Araki. Donc si Araki s'est lui-même inséré dans son manga et que Rohan est basé sur lui, alors Rohan n'aurait-il pas été capable de faire la même chose avec une de ses œuvres? Eh bien justement, au début de la partie 9, The JoJo Lands, Jojo et son équipe se voient confier une mission par Mary May. Cette mission, elle est très simple, elle consiste à voler un diamant à un touriste japonais. Jojo et toute sa clique se rendent alors à la villa dans laquelle loge ce mystérieux touriste et ils finiront par découvrir que ce touriste est un mangaka très populaire et qui est loin d'être inconnu des fans de Jojo puisqu'il s'agit de Rohan Kishibe. Alors qu'est-ce que fout Rohan dans cet univers? Eh bien la raison pourrait être simplement que l'univers de la partie 7, 8 et 9 ne soit en fait qu'une histoire écrite par le Rohan de l'univers original, une histoire dans laquelle Rohan, tout comme Araki, s'est lui-même inséré, ce qui pourrait expliquer sa présence. Bon, évidemment, cette théorie est complètement débile, mais je la trouvais marrante, alors j'avais envie d'en parler. C'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée. Je sais que je suis pas le premier à faire une vidéo là-dessus, j'ai peut-être répété certaines théories que vous connaissiez déjà. Pour être honnête, ça fait un moment que cette vidéo elle est écrite, mais j'ai hésité à la sortir parce que je me suis fait devancer entre temps par un autre youtubeur qui s'appelle Aperture Défaillance, qui a sorti une vidéo sur le même sujet, que je vous invite à aller voir aussi parce qu'elle est vraiment très cool. Évidemment, si vous avez des théories dont j'ai pas parlé dans la vidéo, n'hésitez pas à me les partager, je me ferai un véritable plaisir de les lire. Bref, si vous voulez me soutenir, le meilleur moyen de le faire c'est en vous abonnant, en likant la vidéo et pourquoi pas en mettant un petit commentaire. J'espère vous revoir très vite, d'ici là prenez bien soin de vous.